Imaginez l'inimaginable, une unité d'élite forgée pour la protection de la nation, se métamorphosant en la plus redoutable des organisations criminelles du continent. Préparez-vous à découvrir comment des soldats, formés par les prestigieux bérets verts américains et les forces spéciales israéliennes, ont trahi leur serment non pas par idéologie, mais par simple vénalité, monnayant leurs compétences mortelles sur le marché noir de la violence. Qu'advient-il lorsque les maîtres des opérations de contre-insurrection, les experts en interrogatoire et en tactique de combat urbain se retrouvent du mauvais côté de la loi? Que se passe-t-il quand l'élite, à qui la protection du peuple avait été confiée, vend ses précieuses connaissances aux plus dangereux des narcobarons du Mexique? La réponse à ces questions est gravée en lettres de sang sur les routes du Tamaulipas, du Nuevo León et du Coahuila. Et cette histoire n'a pas débuté dans les bidonvilles, ni dans les laboratoires de cocaïne en montagne, mais bien dans les casernes de l'armée mexicaine, où, vers la fin des années 90 du siècle dernier, une organisation allait naître et transformer à jamais le visage de la criminalité latino-américaine. C'est l'histoire des Los Zetas, les précurseurs du cauchemar que le monde connaîtra sous le nom de Cartel du Nord. Et tout a commencé avec un homme, une proposition et une trahison. En l'an 1997, le gouvernement du Mexique fut confronté à un problème qui menaçait d'engloutir des États entiers du pays. Les cartels de la drogue devenaient trop puissants, trop bien armés, trop organisés pour la police ordinaire. Le cartel du Golfe, qui contrôlait les routes stratégiques de la contrebande le long de la frontière avec le Texas, s'était transformé en un véritable pouvoir parallèle dans l'état de Tamaulipas. Son chef, Osiel Cárdenas Guillén, était un homme intelligent, impitoyable et doté d'une pensée stratégique que des généraux auraient pu lui envier. Osiel saisissait une vérité simple. En guerre, ce n'est pas celui qui a le plus de drogue qui gagne, mais celui qui possède la meilleure armée. Et tandis que les autres cartels recrutèrent des voyous des rues et des adolescents ambitieux des bidonvilles, Cárdenas Guillén conçut quelque chose d'inédit. Il décida d'acheter l'arme la plus létale qu'on puisse acquérir. Il décida d'acheter les soldats d'élite de l'armée mexicaine. La même année, 1997, le gouvernement mexicain, cherchant à intensifier la lutte contre le trafic de drogue, créa une unité spéciale appelée Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, abrégé GAF, ce qui se traduit par Groupe Aéromobile des Forces Spéciales. Ce n'étaient pas des soldats ordinaires. Ils représentaient l'élite de la machine militaire mexicaine, des combattants sélectionnés parmi des milliers de candidats, soumis à une sélection draconienne et à une préparation incluant l'entraînement avec des instructeurs américains de l'école de Fort Benning en Géorgie, là où les légendaires bérets verts étaient formés. Ils étudiaient les tactiques de contre-insurrection, les opérations urbaines, le tir de précision, les méthodes d'interrogatoire, l'utilisation d'explosifs et bien d'autres choses. Les combattants du GAF possédaient les armes les plus modernes, comprenaient la psychologie de la guerre, savaient agir en groupe coordonné et étaient absolument impitoyables. Ils étaient entraînés à tuer efficacement, rapidement, sans hésitation. Le gouvernement investit des millions de dollars dans leur préparation, leur équipement et leur maintien, comptant sur le fait que ces hommes deviendraient le bouclier de l'État contre la menace croissante des cartels. Mais il en fut autrement. Le problème résidait dans le fait que l'armée mexicaine payait ses soldats de manière dérisoire. Même un combattant d'élite du GAF, qui risquait sa vie dans des opérations contre des criminels armés jusqu'aux dents, recevait environ 400 à 500 dollars par mois, une somme avec laquelle il pouvait à peine nourrir une famille. Au même moment, les cartels de la drogue gagnaient des milliards et l'argent coulait à flot. Osiel Cárdenas Guillén le comprenait parfaitement. Et lorsqu'en l'an 1998, il rencontra l'homme qui allait changer toute l'histoire du narcotrafic mexicain, il lui fit une offre qu'il ne put refuser. Cet homme était Arturo Guzmán de Cena, caporal de l'armée mexicaine en service au sein de l'unité d'élite GAF. Guzmán de Cena était un professionnel de très haut niveau, un combattant expérimenté, entraîné et ayant participé à de réelles opérations contre des groupes criminels. Mais c'était aussi un homme déçu, lassé de la misère que la patrie lui offrait en échange de sa fidélité et de son sang. Quand Osiel lui proposa 10 000 dollars par mois, une somme 20 fois supérieure à son salaire militaire, juste pour devenir le garde du corps personnel du chef du cartel du Golfe, Guzmán de Cena n'hésita pas longtemps. Il déserta et il devint le premier. On lui attribua le nom de code Zetaun. Ainsi naquit la légende des Los Zetas. Mais Arturo Guzmán de Cena comprit qu'un seul homme, aussi professionnel soit-il, ne pourrait garantir une protection complète à Cárdenas. Il avait besoin d'une équipe. Et Zetaun commença le recrutement. Utilisant ses contacts au sein de l'armée, il établit des liens avec d'autres combattants du GAF et des unités spéciales qui, comme lui, étaient insatisfaits de leur salaire de misère et du manque de perspective. La proposition était simple et alléchante. Passer du côté du cartel du Golfe, recevoir 20 fois plus d'argent, avoir accès aux meilleures armes et équipements, et en même temps continuer à faire ce qu'il savait faire de mieux, mener une guerre.
Vers la fin de l'année 1999 et le début de l'an 2000, 24 autres combattants rejoignirent Zeta 1 principalement du GAF, mais aussi d'autres unités d'élite des forces armées mexicaines. Parmi eux se trouvait Heriberto Lascano, futur Zeta 3 et l'un des leaders les plus cruels de l'organisation, et Miguel Ángel Treviño Morales, connu sous le nom de Zeta 40, qui allait par la suite diriger le cartel et devenir le symbole de la terreur absolue. À chacun d'eux fut attribué son propre numéro, de Zeta 1 à Zeta 25. Ce n'était pas de simples gardes, c'était une armée privée, entraînée à tuer professionnellement, à agir de manière coordonnée, à appliquer des tactiques militaires dans les guerres de rue. Et Osiel Cárdenas Guillén obtint ce que les autres narcobarons ne pouvaient que rêver, une unité paramilitaire d'élite d'une fidélité absolue, capable de détruire n'importe quel concurrent. Les premières opérations des Los Zetas se déroulèrent précisément dans le rôle de garde du corps et d'exécuteurs de tâches particulièrement importantes pour le cartel du Golfe. Mais très rapidement, il devint clair que leur potentiel était bien plus vaste. De la fin de l'année 1999 jusqu'au début des années 2000, les Zetas commencèrent à participer activement aux guerres territoriales du cartel, éliminant les concurrents avec une précision chirurgicale. Leur méthode était militaire, reconnaissance, planification, attaque coordonnée, utilisation d'armes lourdes. Si auparavant les guerres entre cartels étaient menées de manière chaotique, avec des fusillades dans les rues et des victimes aléatoires, les Zetas apportèrent à cette affaire le professionnalisme de véritables opérations militaires. Ils organisaient des embuscades, conquéraient des quartiers entiers, liquidaient les militants ennemis et même les policiers corrompus qui travaillaient pour les concurrents. Vers l'an 2002 ou 2003, les Los Zetas se transformèrent de fait de simples gardes en force de frappe du cartel du Golfe et leur réputation se répandit dans tout le Mexique. On les craignait, leur nom devint synonyme de violence professionnelle. Et plus important encore, ils commencèrent à comprendre qu'ils possédaient une force qui pouvait exister indépendamment de leur maître. Vers la fin des années 2000, les Los Zetas, d'unités militaires d'élite du cartel du Golfe, se transformèrent en une force autonome, si puissante qu'ils n'eurent plus besoin de ceux qui les avaient jadis recrutés. Ils contrôlaient d'énormes territoires, percevaient des tribus sur les activités locales, géraient leur propre route de contrebande de drogue et d'armes et, plus important encore, avaient leur propre idéologie de la force, fondée non pas sur la fidélité au chef, mais sur la hiérarchie militaire et une efficacité impitoyable. Osiel Cárdenas Guillén, l'homme qui avait créé cette machine de mort, se trouvait déjà en prison en l'an 2007, extradé vers les États-Unis. Et la nouvelle direction du cartel du Golfe observait avec anxiété comment ses propres mercenaires commençaient à vivre selon leurs propres règles. La tension montait de mois en mois, les conflits devenaient de plus en plus sanglants, et il devint évident, la rupture était inévitable. Et quand elle se produisit, le Mexique fut plongé dans un abîme de violence comme il n'en avait pas vu depuis les temps de la révolution du début du XXe siècle. Le 1er janvier de l'an 2010, les Los Zetas déclarèrent officiellement la guerre au cartel du Golfe. Ce ne fut pas une décision spontanée, ce fut un calcul de sang-froid. Les Zetas comprenaient qu'ils étaient le plus forts, mieux armés, mieux entraînés, et qu'ils avaient une structure plus disciplinée que les restes du cartel jadis puissant qui les avait employés. La guerre commença par une série d'attaques coordonnées dans tout le Tamaulipas. Assassinat des leaders des factions du cartel du Golfe, saisie de laboratoires de drogue, blocage des voies commerciales. Les rues de Matamoros, Reynosa et surtout Nuevo Laredo se transformèrent en zone de combat, où chaque nuit résonnaient des rafales de mitraillettes, explosant des grenades, et l'on trouvait des corps mutilés avec des messages écrits sur la chair démembrée. Au cours des 6 premiers mois de guerre, plus de 2000 personnes périrent, membres des cartels, policiers, passants aléatoires, des familles entières prises au milieu. Le gouvernement mexicain se révéla impuissant à arrêter le massacre. Les Zetas ne combattaient pas simplement. Ils démontraient au monde qu'ils étaient la nouvelle force arrivée pour réécrire les règles du jeu. Mais même au sein de cette organisation, fondée sur la hiérarchie militaire et la discipline, une autre guerre mûrissait, la guerre pour le pouvoir absolu. Au sommet des Los Zetas, en ces années-là, se trouvaient 2 figures, 2 personnalités complètement différentes, chacune voyant l'avenir de l'organisation à sa manière. Le premier était Heriberto Lascano, connu sous le nom de El Lasca ou Zeta 3, l'un des fondateurs des Zetas, ancien combattant du GAF, un homme avec une mentalité militaire qui croyait au maintien de la structure, de la discipline et d'un certain code de conduite, aussi déformé soit-il.
Lascano était un tacticien, un stratège, un commandant qui planifiait les opérations et pensait aux objectifs à long terme. Le second était Miguel Ángel Treviño Morales, Zeta 40, un homme d'une toute autre trempe. Treviño n'était pas un militaire. Il n'avait pas suivi l'entraînement au GAF, n'avait pas servi dans l'armée, n'avait pas d'éducation militaire formelle. Il avait rejoint les Zetas plus tard, déjà pendant leur expansion, mais il possédait des qualités qui, dans le monde du crime organisé, étaient appréciées plus encore que les compétences militaires. Il était absolument pathologiquement impitoyable, dépourvu de toute limite morale et possédait un talent naturel pour la terreur comme instrument de contrôle. Et entre ces deux hommes mûrissait un conflit qui ne se résoudrait qu'avec la mort de l'un d'eux. Le 7 octobre de l'an 2012, dans la ville de Progreso, État de Coahuila, lors d'un affrontement avec les fusiliers marins mexicains, Heriberto Lascano fut tué. La version officielle déclara que El Lasca mourut dans une fusillade lorsque les militaires attaquèrent le ranch où il se cachait. Son corps fut identifié par ses empreintes digitales et transporté à la morgue de la ville de Sabinas. Mais quelques heures plus tard, quelque chose se produisit qui reste à ce jour l'un des mystères les plus sombres de l'histoire du narcotrafic mexicain. Un groupe d'hommes armés fit irruption dans la morgue, menaçant le personnel avec des armes, s'empara du corps de Lascano et disparut. On ignore toujours qui a organisé cette opération et pourquoi. Certains experts pensent donc qu'il s'agissait d'hommes fidèles à Lascano qui voulaient enterrer leur commandant selon leurs propres coutumes. D'autres sont certains que Miguel Treviño était derrière cela, voulant s'assurer que son principal concurrent était réellement mort ou peut-être détruire les preuves que l'assassinat avait été organisé de l'intérieur même des États. Quoi qu'il en soit, avec la mort de Lascano, la voie vers le pouvoir absolu pour Zeta 40 était ouverte et il ne tarda pas à en profiter. Miguel Ángel Treviño Morales naquit le 13 novembre de l'an 1970 dans la petite ville de Nuevo Laredo, Tamaulipas, au sein d'une famille pauvre. Son enfance ne différa pas de celle de milliers d'autres jeunes Mexicains des bidonvilles frontaliers, misère, absence de perspective, rue où seul le plus fort survit. À l'adolescence, Miguel, comme beaucoup de ses compatriotes, traversa la frontière illégalement et se retrouva à Dallas, dans l'État du Texas, où il trouva du travail dans un lave-auto, gagnant quelques dollars par jour à laver les voitures des riches Américains. C'est là, selon les témoignages des présents, qu'il eut ses premiers contacts avec de petits trafiquants de drogue qui utilisaient les lave-autos comme point d'échange de marchandises. Treviño comprit rapidement que le vrai argent ne se faisait pas avec des éponges et du shampoing, mais avec la poudre blanche qui était transportée à travers la frontière. Revenu à Nuevo Laredo au milieu des années 90, il commença à travailler pour les dealers locaux, puis pour le cartel du Golfe, et au début des années 2000, il entra dans l'orbite des Los Zetas, où sa cruauté et sa disposition à faire ce que même les militaires aguerris n'osaient pas faire le poussèrent rapidement vers des positions de commandement. Vers l'an 2012, lorsque Lascano mourut, Zeta 40 contrôlait une partie significative des opérations des États et bénéficiait de la loyauté de nombreux commandants sur le terrain. Son triomphe fut complet, mais Miguel Treviño Morales ne devint pas célèbre pour ses talents administratifs. Il devint célèbre pour des méthodes qui choquèrent même les vétérans des cartels mexicains, qui en avaient vu de toutes les couleurs au cours de décennies de guerre. Zeta 40 créa un système de torture et d'assassinat qui devint sa marque de fabrique, le guiso et le pozole. Le guiso, qui se traduit par ragoût, représentait une exécution où les victimes, vivantes, étaient placées dans des fûts métalliques de 200 litres, aspergées d'essence ou de gazole et incendiées, brûlant lentement vives. Mais ce n'était que le début. Ceux qui étaient considérés comme des traîtres spéciaux étaient destinés au pozole, une méthode où les corps des victimes étaient démembrés et bouillis dans de grandes cuves métalliques avec de la soude caustique ou de l'acide jusqu'à la dissolution complète des tissus. Ces exécutions n'étaient pas menées en secret. Zeta 40 assistait personnellement, observant l'agonie de ses ennemis, utilisant la peur comme arme absolue de contrôle. Au cours des 3 années de son règne, de l'an 2012 à l'an 2015, dans les zones contrôlées par les Los Zetas, plus de 15 000 personnes furent tuées. Et ce ne sont que les cas documentés. Le chiffre réel est probablement plusieurs fois supérieur. Mais même les empires les plus impitoyables, construits sur la peur et le sang, ne peuvent exister éternellement. Surtout lorsque l'attention non seulement de l'État mexicain, mais aussi de la plus puissante machine de renseignement du monde, les États-Unis d'Amérique, se porte sur eux. Vers l'an 2013, Miguel Ángel Treviño Morales devint le problème numéro 1 pour les deux pays. La DEA, la CIA et les services secrets mexicains travaillaient jour et nuit à sa capture, utilisant la reconnaissance satellitaire, les écoutes téléphoniques, des agents infiltrés et des millions de dollars en récompense pour des informations. Zeta 40 était prudent, paranoïaquement prudent, et il changeait constamment de position, utilisait des dizaines de téléphones qu'il jetait après une seule conversation, se déplaçait dans des voitures blindées escortées par des gardes lourdement armés. Il semblait insaisissable. Mais le 15 juillet de l'an 2013, la chance tourna le dos à l'ancien
l'ancien maître tout-puissant des Los Zetas. Dans la petite ville d'Anahuac, État de Nuevo León, non loin de la frontière avec le Texas, une opération conjointe de l'infanterie de marine mexicaine et des services spéciaux américains encercla le pick-up dans lequel voyageait Zeta 40, avec 2 gardes et le comptable de l'organisation. Étonnamment, l'arrestation se déroula sans un seul coup de feu. Trevino, réalisant qu'il était encerclé depuis les airs par des hélicoptères et que des barrages avaient été mis en place sur les routes, comprit l'inutilité de la résistance et se rendit. Il avait sur lui 2 millions de dollars en espèces, plusieurs armes et des montres de luxe valant des dizaines de milliers de dollars. L'homme qui brûlait personnellement des gens vifs et les dissolvait dans l'acide se rendit aux autorités sans combattre, sachant qu'il l'attendait soit la prison mexicaine, soit l'extradition aux États-Unis et la prison à vie. La chute de Zeta 40 créa un vide de pouvoir dans l'organisation, mais le trône des Los Zetas ne resta pas longtemps vacant. La couronne fut héritée par le frère cadet de Miguel, Omar Trevino Morales, connu sous le nom de Zeta 42. Omar était l'exact opposé de son frère aîné. Là où Miguel était impulsif, exhibitionniste, cruel jusqu'au sadisme, Omar était calculateur, prudent, préférant agir dans l'ombre. Il ne cherchait pas la publicité, ne se vantait pas de son pouvoir, n'organisait pas d'exécution démonstrative. Zeta 42 comprit que c'était précisément la cruauté ostentatoire et la visibilité élevée de son frère qui avait conduit toutes les agences de renseignement du monde à se concentrer sur sa chasse. Omar décida de diriger l'organisation silencieusement, méthodiquement, en se concentrant sur ce qui rapportait de l'argent réel, la contrebande de cocaïne, de méthamphétamine et d'héroïne à travers la frontière américaine, le contrôle des territoires et la perception des tribus sur les activités locales. Sous sa direction, les Los Zetas abaissèrent pendant un certain temps le niveau de violence ouverte, cherchant à ne pas attirer une attention excessive, ce qui cependant ne signifiait pas que les meurtres avaient cessé. Ils devinrent simplement moins démonstratifs, plus professionnels. Mais le règne de Zeta 42 ne dura pas longtemps. Le 9 mars de l'an 2015, seulement 21 mois après l'arrestation de son frère aîné, Omar Trevino fut capturé par la police fédérale du Mexique en périphérie de Monterrey, capitale de l'État de Nuevo León. L'opération fut fulgurante. Les forces spéciales firent irruption dans la maison à l'aube et Zeta 42, comme son frère, n'opposa aucune résistance. Lors de la perquisition, 2 fusils d'assaut AK-47, un pistolet, plus de 300 000 dollars en espèces et des documents confirmant son rôle à la tête du cartel furent trouvés. Avec l'arrestation des 2 frères Trevino, les Los Zetas se retrouvèrent dans une situation de crise profonde. L'organisation, qui pendant des décennies s'était construite sur une stricte hiérarchie militaire et le culte de la personnalité forte au sommet, se retrouva soudain sans leader incontesté. Et c'est précisément à ce moment-là, à la fin de l'année 2014 et au début de l'an 2015, qu'au sein des États commença un processus qui allait à jamais diviser l'organisation en 2 factions en guerre. D'un côté se trouvait le groupe fidèle à la famille Trevino, parents, proches collaborateurs des frères, personnes qui leur devaient leur position et leur richesse. Cette faction fut dirigée par le neveu de Zeta 40, le jeune mais ambitieux Juan Gerardo Trevino Chavez, connu sous le surnom de El Huevo, c'est-à-dire l'UF. De l'autre côté se rangèrent les vétérans des Zetas, ceux qui se souvenaient du temps de Lascano, qui estimaient que les Trevino avaient usurpé le pouvoir et trahi les principes originaux de l'organisation. Ils se firent appeler Zetas Vieja Escuela, c'est-à-dire Zetas de la vieille école. Et leurs leaders soutenaient que seuls étaient les véritables héritiers des Zeta 1, Zeta 2, Zeta 3 originaux. Entre les 2 factions, il n'y avait aucune possibilité de compromis. Chacune se considérait comme la seule Los Zetas légitime, chacune accusait l'autre de trahison. Et quand les mots prirent fin, les balles commencèrent. Le conflit se transforma rapidement en une guerre à grande échelle pour les territoires, les routes du narcotrafic et plus important encore, pour le droit de se nommer Los Zetas. La faction Trevino, qui allait bientôt se formaliser officiellement sous le nom de Cartel del Noreste, Cartel du Nord-Est, se consolida à Nuevo Laredo, dans la partie septentrionale du Tamaulipas et dans l'état de Coahuila, zone traditionnelle d'influence du clan. La Vieja Escuela, à son tour, contrôlait les districts méridionaux du Tamaulipas, les États de Veracruz et du Tabasco, des territoires pourtant riches en pétrole où le vol de carburant prospérait. La géographie de la scission reflétait les divergences philosophiques. Le CDN misait sur le contrôle des points clés de passage de la frontière avec les États-Unis et sur la contrebande directe de drogue, tandis que la Vieja Escuela diversifiait ses revenus, s'occupant non seulement de drogue, mais aussi d'enlèvement, d'extorsion et de huachicoleo, le vol de produits pétroliers des oléoducs de la compagnie d'État Pemex. Vers le milieu de l'an 2015, la scission devint officielle
et irréversible, et les rues du Tamaulipas se noyèrent de nouveau dans le sang. Sauf que, maintenant, les anciens frères d'armes s'entretuaient. La guerre interne entre les deux factions des Los Zetas exigeait de chaque partie non seulement une force militaire, mais aussi une légitimité, des symboles capables d'unir les combattants autour des nouveaux leaders. Et si la Vieja Escuela pouvait faire appel à l'histoire, à la mémoire des fondateurs de l'organisation, à ces temps où les Zetas étaient une unité militaire d'élite avec un code d'honneur, aussi déformé soit-il, la faction Trevino avait besoin d'une nouvelle identité, d'une nouvelle marque qui la séparerait du passé et déclarerait au monde « Nous ne sommes pas un éclat de la vieille organisation, nous sommes une nouvelle force, née dans le feu de la trahison et trempée dans le sang de nos ennemis ». Ainsi, quelque part vers le milieu de l'an 2015, naquit le Cartel del Nord-Est, cartel du Nord-Est ou du Nord, un nom qui sonnait simple, presque modeste. Mais derrière cette simplicité se cachait une idée stratégique claire. Ils étaient le Nord, géographiquement, idéologiquement, symboliquement. Le Nord du Mexique, les territoires frontaliers, où chaque kilomètre de frontière avec les États-Unis valait des millions de dollars par an pour celui qui contrôlait les routes de contrebande. Et à la tête de ce nouveau cartel se plaça un homme dont le nom était resté jusqu'alors dans l'ombre, mais qui était maintenant prêt à apparaître sur le devant de la scène du drame sanglant mexicain. Juan Gerardo Trevino Chavez, neveu du légendaire Zeta 40, connu sous le surnom El Huevo, Juan Gerardo ne fut pas un choix fortuit. Il était de la chair et du sang du clan Trevino, élevé dans une atmosphère de pouvoir absolu et d'impunité, observant comment son oncle transformait la peur en monnaie avec laquelle on pouvait tout acheter, des policiers corrompus aux villes entières où les maires exécutaient les ordres du cartel plus vite que les directives du président. El Huevo était jeune, il venait d'avoir 30 ans, mais il comprenait parfaitement les mécanismes de fonctionnement de l'organisation, connaissait les personnes clés, contrôlait les flux financiers et, plus important encore, jouissait d'une autorité incontestée parmi ceux qui étaient loyaux à la famille Trevino. Lorsque Zeta 40 et Zeta 42 finirent de l'eau derrière les barreaux, ce fut El Huevo qui devint l'homme autour duquel s'unirent les vestiges de l'Empire des Frères. Il ne cherchait pas à imiter la cruauté démonstrative de son oncle. Son style de gestion était plus pragmatique, plus corporate, si l'on peut utiliser ce mot pour une organisation dont l'activité principale consistait à transporter la mort à travers la frontière. Juan Gerardo comprenait que le CDN perdait contre la Vieja Escuela en termes numériques. Les vétérans contrôlaient plus de territoire, avaient plus d'hommes, plus d'armes. Mais le fait que le CDN ait moins de combattants était compensé par leur concentration sur les points clés et l'absolue loyauté envers la structure de commandement. La géographie de la scission reflétait non seulement la logique militaire, mais aussi économique. Le CDN se consolida à Nuevo Laredo, ville à travers laquelle transite près de 40% de tout le commerce légal entre le Mexique et les États-Unis, ce qui en fait automatiquement le point idéal pour la contrebande de drogue, d'armes et de personnes. Contrôler Nuevo Laredo signifiait contrôler une mine d'or qui rapportait des centaines de millions de dollars chaque année. En outre, le CDN maintenait des positions dans l'état de Coahuila, riche en charbon et en ressources naturelles, et dans la partie septentrionale du Tamaulipas, où passaient des autoroutes d'importance critique menant à d'autres points de passage frontaliers. Les Zetas Vieja Escuela, à leur tour, se retirèrent vers le sud, à Veracruz, où l'infrastructure portuaire permettait de recevoir la cocaïne d'Amérique du Sud, au Tabasco, avec ses gisements pétroliers, et dans le sud du Tamaulipas, où ils pouvaient exploiter les oléoducs de Pemex volant des dizaines de milliers de barils de carburant chaque mois. Mais la décision stratégique la plus significative de la Vieja Escuela fut le retour à l'alliance avec le cartel du Golfe, la même organisation contre laquelle les Los Zetas avaient combattu depuis l'an 2010. L'ironie était évidente. Les États, qui avaient été créés pour protéger le cartel du Golfe, puis l'avaient trahi et lui avaient déclaré la guerre, tendaient à nouveau la main à leurs anciens maîtres, s'unissant contre l'ennemi commun, le cartel du Nord. Le premier sang de la nouvelle guerre fut versé dès le printemps de l'an 2015, lorsque des affrontements entre le CDN et la Vieja Escuela éclatèrent dans tout le Tamaulipas. Il ne s'agissait pas de fusillades chaotiques, mais d'opérations méthodiques et planifiées de destruction mutuelle. Embuscades sur les routes, attaques de maisons sécurisées, enlèvement de membres des groupes rivaux avec torture et exécutions démonstratives subséquentes. Tout cela devint la nouvelle norme dans la région où les gens s'étaient habitués à la violence mais n'avaient jamais vu une telle ampleur, même pendant les années les plus sanglantes de la guerre avec le cartel du Golfe. Au cours des 6 premiers mois du conflit, selon les données des organisations mexicaines de défense des droits de l'homme, plus de 800 personnes périrent, et ce ne sont là que les corps qui furent retrouvés et identifiés. Combien de personnes ont disparu dans des fosses communes, dissoutes dans l'acide ou brûlées dans des ranchs secrets? Personne ne connaît ce chiffre.
Mais Juan Gerardo Treviño Chavez comprit parfaitement que pour maintenir le pouvoir sur des territoires stratégiquement importants comme Nuevo Laredo et le corridor septentrional de la contrebande, il ne suffisait pas de simplement porter le nom Treviño et de faire appel à la mémoire des oncles légendaires. Il avait besoin d'une force militaire réelle, capable non seulement de protéger le territoire, mais aussi d'instiller une telle terreur chez les ennemis que la seule mention de leur nom forcerait les concurrents à se retirer sans combattre. Le CDN était numériquement inférieur aux Zeta Vieja Escuela et à leurs alliés du cartel du Golfe, ce qui signifiait que chaque combattant devait valoir 10 sicaires ordinaires. Il fallait une élite, un point d'acier qui pourrait compenser la supériorité numérique de l'ennemi par une supériorité absolue en préparation, armement et cruauté. Et quelque part à la fin de l'an 2015 et au début de l'an 2016, dans les entrailles du cartel du Nord naquit une unité dont le nom allait bientôt devenir synonyme de cauchemar, non seulement pour les cartels rivaux, mais aussi pour les militaires mexicains. La Tropa del Infierno, les troupes de l'enfer. La création de la Tropa del Infierno ne fut pas une décision spontanée, mais une stratégie réfléchie, inspirée des origines même des Los Zetas. L'idée de transformer la discipline et la tactique militaire en une arme du monde criminel. Si les États originaux avaient été créés par des déserteurs d'unités d'élite de l'armée maintenant, étant donné que l'armée avait renforcé les contrôles et que recruter des forces spéciales en service était devenu pratiquement impossible, le CDN choisit une autre voie. Ils commencèrent à créer leurs propres soldats de toutes pièces, sélectionnant des jeunes des quartiers les plus pauvres de Nuevo Laredo et des villes environnantes, les entraînant selon des méthodologies militaires qui étaient encore conservées dans la mémoire des vétérans de l'organisation. Les commandants des troupes de l'enfer devinrent des personnes appelées estacas, des dirigeants régionaux qui contrôlaient certains territoires. Il était responsable de la formation de cellules de combat de 8 à 12 combattants chacune. La structure était rigide, hiérarchique, avec une chaîne de commandement claire et une soumission absolue aux ordres d'en haut. Toute désobéissance était punie instantanément et cruellement. Dans la Tropa del Infierno, il n'y avait pas de place pour ceux qui doutaient ou pour les faibles. La discipline était maintenue par les mêmes méthodes avec lesquelles Zeta 40 tenait jadis toute l'organisation dans la peur, torture et exécution publique des traîtres. Mais le véritable avantage des troupes de l'enfer était leur armement, un arsenal qui ferait pâlir d'envie de nombreuses armées régulières de pays en développement. Le CDN établit des canaux directs de contrebande d'armes depuis les États-Unis, utilisant les mêmes acheteurs de paille et dealers corrompus par lesquels les cartels mexicains s'approvisionnaient en armes américaines depuis des décennies. Dans les arsenaux de la Tropa del Infierno apparurent des fusils de précision Barrett M82 de calibre 50, des systèmes d'une puissance monstrueuse, capables de percer les moteurs de voitures blindées et d'abattre des hélicoptères à une distance d'1,5 km, d'un coût d'environ 10 000 à 12 000 $ chacun sur le marché noir. À cela s'ajoutèrent des fusils d'assaut AR-15 avec lance-grenades sous le canon, des mitrailleuses M249 SAW capables de créer une densité de feu qui supprimait toute résistance policière et des dizaines de pistolets de divers calibres. Mais le couronnement de la pensée technico-militaire du CDN fut les soi-disant monstres, des pick-up blindés, Ford F, A350 et Dodge Ram qui, dans des ateliers clandestins, étaient recouverts de plaques d'acier d'une épaisseur d'1 pouce, se transformant en véhicules de combat improvisés. Sur les bennes de ces camions étaient installées des tourelles pour mitrailleuses, des fentes étaient découpées pour tirer, les châssis étaient renforcés. Ces véhicules pouvaient résister aux tirs d'armes automatiques et percuter les barrages policiers, transformant les affrontements de rue en de véritables batailles de chars. Un aspect encore plus troublant de la Tropa del Infierno était leur tactique de guerre psychologique. Les combattants de l'unité portaient des uniformes militaires, pratiquement identiques à ceux de l'infanterie de marine mexicaine. Camouflage, gilets tactiques, casques, masques couvrant le visage. Cela créait une confusion monstrueuse au sein de la population civile et même parmi les forces de l'ordre elles-mêmes. Lorsqu'une colonne d'hommes armés en uniforme militaire sur des pick-up blindés entrait dans la ville, personne ne pouvait dire avec certitude s'il s'agissait de l'armée menant une opération ou si c'était les troupes de l'enfer arrivées pour imposer leur ordre. Cette tactique de camouflage permettait au CDN de se déplacer librement sur le territoire, d'instituer des barrages routiers, d'arrêter des voitures et d'interroger les conducteurs, imitant une opération militaire. Mais le secret le plus sombre de la Tropa del Infierno était l'âge de bon nombre de ses combattants. Le CDN recrutait activement des adolescents de 13 à 17 ans dans les quartiers les plus pauvres de Nuevo Laredo, où les perspectives de gains légaux étaient pratiquement inexistantes. À ces enfants, on offrait des armes, de l'argent, un statut, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que la misère de leur foyer paternel. On les entraînait à tuer,
On leur inculquait le culte de la violence et la soumission absolue au commandant. Les enfants soldats du CDN se transformaient en assassins impitoyables, dépourvus d'empathie, pour qui la vie humaine n'avait aucune valeur. Le 2 juillet de l'an 2020, le monde reçut une démonstration tangible de la gravité de la force militaire des troupes de l'enfer. Aux alentours de Nuevo Laredo eut lieu un affrontement à grande échelle entre une colonne de la Tropa del Infierno et une unité de l'armée mexicaine. La fusillade dura plusieurs heures, transformant la zone rurale en une zone de combat avec l'utilisation d'armes lourdes. Lorsque la fumée se dissipa, 12 membres du CDN gisaient morts et les militaires saisirent 2 barrettes de calibre 50, plusieurs fusils automatiques, des milliers de munitions et de pick-up blindés. Mais la quantité même des armes saisies et l'acharnement de la résistance choquèrent les analystes militaires. Ce n'était plus un cartel au sens traditionnel, c'était une armée. Mais la puissance militaire des troupes de l'enfer n'était qu'un instrument pour atteindre l'objectif principal du cartel du Nord, le contrôle absolu sur les territoires par une terreur systématique, si omniprésente et impitoyable que toute pensée de résistance, de collaboration avec les autorités ou avec les cartels rivaux devait être étouffée dans l'œuf par une peur paralysante. Le CDN hérita de ses prédécesseurs, Los Zetas, non seulement la structure organisationnelle et les méthodes de guerre, mais aussi la philosophie de la violence comme langage universel du pouvoir. Et si Zeta 40 devint célèbre pour ses Guizos et Pozol, la nouvelle génération de leaders du CDN porta ses méthodes à un niveau de production industrielle de la mort où les vies humaines étaient broyées avec la même régularité mécanique que celle avec laquelle les usines transforment les matières premières. L'héritage de cette philosophie peut être retracé jusqu'aux événements survenus avant même la naissance officielle du cartel du Nord, mais dont l'ombre plane toujours sur tout ce que fait cette organisation. Le massacre dans la ville d'Allende, État de Coahuila, en mars de l'an 2011, lorsque les Los Zetas, sous le commandement des hommes de Zeta 40, effacèrent de fait de la surface de la Terre une ville entière. Les événements d'Allende débutèrent le 18 mars de l'an 2011 et se prolongèrent pendant plusieurs jours, se transformant en l'une des exécutions de masse les plus monstrueuses de l'histoire du narcotrafic mexicain. Selon les témoignages des survivants et les documents déclassifiés des années plus tard, les militants des Zetas firent irruption dans la ville à bord d'un convoi de dizaines de camions armés jusqu'aux dents et commencèrent à kidnapper méthodiquement des personnes, hommes, femmes, adolescents, dans les maisons, dans les rues, dans les bars et les magasins. Les victimes étaient emmenées dans des ranchs à l'extérieur de la ville où elles étaient interrogées, torturées et tuées. Et les corps étaient brûlés dans des fûts métalliques de 200 litres ou enterrés dans des fosses communes. Le nombre officiel de victimes varie de 150 à 300 personnes. Il est impossible d'établir le chiffre exact, car de nombreux corps furent complètement détruits par le feu, et les proches avaient peur de signaler les disparus, craignant de devenir les suivants. La raison du massacre était le soupçon que certains habitants d'Allende collaboraient avec un cartel rival ou transmettaient des informations aux autorités. Mais très rapidement, l'opération se transforma en une orgie de violence où l'on tuait, non pas selon des listes, mais par arbitraire des commandants où des familles entières, y compris des enfants, se retrouvaient au milieu, simplement parce qu'un des sicaires les soupçonnait de quelque chose ou voulait simplement s'emparer de leurs biens. Ce massacre devint le symbole de la manière dont les Zetas traitaient la population civile, non pas comme des personnes, mais comme du matériel consommable dans leur guerre pour les territoires. Lorsqu'en l'an 2015, le CDN se sépara de la Vieja Escuela et commença à construire son propre empire, il ne renonça pas à cet héritage, il le perfectionna. Dans les territoires contrôlés par le cartel du Nord apparurent les soi-disant Casa de Seguridad, des bâtiments d'apparence normale dans les quartiers résidentiels qui, à l'intérieur, se transformaient en usines de torture et de mort. Ici étaient amenés les ennemis kidnappés du cartel, les informateurs présumés, les débiteurs, les membres de groupes rivaux. Les tortures duraient des jours. Les victimes étaient battues avec des bâtons, on leur coupait les doigts et des membres entiers. Les corps étaient brûlés avec des chalumeaux, tout cela en extorquant des informations sur les plans des ennemis, sur la localisation d'argent ou d'armes, sur les noms des complices. Une fois que les victimes cessaient de représenter une valeur en tant que source d'information, ou lorsque les bourreaux se lassaient simplement de leur travail, la phase de l'exécution arrivait. Certains étaient fusillés sur place, d'autres étaient emmenés dans des zones désertiques du Coahuila ou du Tamaulipas et enterrés dans des tombes anonymes. D'autres étaient brûlés, répétant les méthodes du massacre d'Allende. Le nombre exact de victimes passées par ces maisons de la mort de l'an 2015 à l'an 2020 est inconnu, mais selon les estimations des organisations mexicaines de défense des droits de l'homme, rien qu'à Nuevo Laredo, plus de 2500 personnes ont disparu ou ont été tuées pendant cette période, et la plupart d'entre elles sont liées à l'activité du CDN. L'un des crimes les plus retentissants du cartel du Nord fut le massacre de migrants en janvier de l'an 2021 dans l'état de Tamaulipas. 19 corps, des citoyens du Guatemala et du Honduras,
Des personnes qui cherchaient à atteindre la frontière américaine en quête d'une vie meilleure furent retrouvées carbonisées dans 2 camions, fusillées et brûlées vifs. Selon les témoignages des survivants qui réussirent miraculeusement à s'enfuir, un groupe d'hommes armés à bord de pick-up arrêta l'autobus transportant les migrants, ordonna à tous de descendre et commença ensuite à interroger si des membres de cartels hostiles se trouvaient parmi eux. Lorsque les migrants ne purent donner de réponse satisfaisante ou parurent simplement suspects, ils furent fusillés et les véhicules furent incendiés. Ce crime provoqua un scandale international. Les gouvernements du Guatemala et du Honduras exigèrent une enquête. Les médias américains écrivirent sur la crise de sécurité à la frontière mexicaine. Mais pour le CDN, il s'agissait d'une simple routine, une autre opération de nettoyage du territoire contre des menaces potentielles. Parallèlement à la terreur physique, le cartel du Nord utilisait activement la propagande de la peur via Internet. Les exécutions des ennemis étaient filmées avec des caméras professionnelles, montées et diffusées sur les réseaux sociaux, les applications de messagerie et des sites spécialisés dédiés à l'activité des cartels mexicains. Dans ces vidéos, des victimes ligotées confessaient devant la caméra travailler pour des concurrents, après quoi elles étaient décapitées, fusillées ou tuées par d'autres méthodes cruelles. Ces séquences étaient accompagnées de messages menaçants pour quiconque oserait collaborer avec la Vieja Escuela, le cartel du Golfe ou les autorités. L'effet psychologique était colossal. Les habitants de Nuevo Laredo et des villes environnantes avaient peur même de parler du cartel, et encore moins de témoigner contre lui. Mais la terreur, aussi efficace qu'elle soit comme instrument de contrôle, ne rapporte pas d'argent par elle-même. Elle ne fait que libérer l'espace pour les véritables affaires, cette industrie qui transforme la peur et la violence en milliards de dollars qui traversent la frontière dans les 2 sens. Et si les troupes de l'enfer étaient l'épée du cartel du Nord, la position géographique des territoires contrôlés devint sa mine d'or, la source de richesse pour laquelle le CDN était prêt à combattre jusqu'au dernier homme. Vers l'an 2017, lorsque la guerre interne avec les États Vieja Escuela se stabilisa et que les lignes de front se consolidèrent plus ou moins, la géographie de l'influence du cartel du Nord couvrait des zones stratégiquement critiques dans le nord du Mexique. L'État de Tamaulipas avec sa longue frontière avec le Texas. L'État de Coahuila avec ses ressources naturelles et ses artères de transport. La partie septentrionale de l'État de Nuevo León où passaient des autoroutes clés. Mais la véritable perle de la couronne du CDN restait Nuevo Laredo, une ville d'environ 400 000 habitants située juste en face de la ville américaine de Laredo, dans l'État du Texas, à travers laquelle transite près de 40% de tout le commerce légal entre les États-Unis et le Mexique. Chaque jour, des milliers de camions transportant des marchandises d'une valeur de milliards de dollars traversent les ponts frontaliers de Nuevo Laredo. Électronique, pièces automobiles, produits alimentaires, textiles. Et dans ce gigantesque flux de marchandises légales se dissolvent des tonnes de cargaisons illégales. Cocaïne, méthamphétamine, héroïne et fentanyl que le CDN transporte vers le nord, recevant en échange des armes et des dollars en espèces qui affluent vers le sud. Le modèle commercial du cartel du Nord vers la fin des années 2010 était diversifié et extrêmement lucratif. La base était constituée par le narcotrafic traditionnel. La cocaïne, achetée auprès de fournisseurs colombiens et péruviens par l'intermédiaire de médiateurs, était transportée à travers tout le Mexique jusqu'aux frontières septentrionales, où le CDN contrôlait la dernière étape, la plus coûteuse, du parcours. 1 kilogramme de cocaïne, qui en Colombie coûtait environ 2 000 $, à Nuevo Laredo, voyait son prix monter jusqu'à 10 000 à 15 000. Et après le transport outre-frontière, sa valeur en gros au Texas atteignait 25 000 à 30 000 $. Le CDN prenait sa part à chaque étape, soit en tant que propriétaire de la cargaison, soit en tant que fournisseur de services de transport pour d'autres cartels, percevant un paiement pour le passage à travers son territoire. Mais la véritable révolution des profits fut apportée par le fentanyl, un opioïde synthétique, plusieurs fois plus puissant que l'héroïne et plusieurs fois plus mortel. Le CDN établit des liens avec des entreprises chimiques chinoises qui fournissaient les précurseurs pour la production de fentanyl, organisa des laboratoires clandestins au Coahuila et au Tamaulipas, où ce poison était synthétisé à l'échelle industrielle, pressé en pilules camouflées en analgésiques légaux et transporté aux États-Unis, où chaque pilule était vendue pour 5 à 20 $ dans les rues. La rentabilité du commerce du fentanyl était astronomique. Le coût de production d'un kilogramme ne dépassait pas 1 000 $, tandis que le profit final se chiffrait en centaines de milliers. Parallèlement, le CDN gagnait de l'argent avec le huachicoleo, le vol de carburant des oléoducs de la compagnie pétrolière d'État Pemex, une industrie qui au Mexique a pris les dimensions d'une calamité nationale. Des groupes de voleurs sous le contrôle du cartel s'introduisaient illégalement dans les conduites, pompant des dizaines de milliers de litres d'essence et de diesel qui étaient ensuite vendus au marché noir à des prix réduits à des entrepreneurs locaux, des stations-service et des compagnies de transport.
Selon les estimations du gouvernement mexicain, pendant les années de pic, le pays perdait jusqu'à 3 milliards de dollars par an à cause des vols de carburant et une partie significative de ces pertes retombait sur les territoires contrôlés par le CDN et la Vieja Escuela. De plus, le cartel percevait le derecho de piso, le droit de sol, un tribut que devaient payer pratiquement toutes les activités légales dans les territoires contrôlés. Des grandes chaînes les grandes chaînes commerciales aux petits vendeurs ambulants. Le refus de payer signifiait l'incendie de l'activité, l'enlèvement du propriétaire ou l'assassinat. Ce système d'extorsion rapportait des dizaines de millions de dollars chaque année et transformait le cartel du Nord en un gouvernement parallèle de fait qui percevait ses propres taxes. Selon les estimations de la DEA et des services secrets mexicains, le revenu annuel global du CDN pour la période de l'an 2017 à l'an 2020 variait de 800 millions à 1 milliard 200 millions de dollars. Une somme comparable au budget de petits États. Cependant, une telle richesse et de tels territoires attiraient inévitablement l'attention des concurrents. Et le cartel du Nord, de l'an 2017 à l'an 2022, mena des guerres continues sur plusieurs fronts simultanément. L'ennemi principal restait les États Vieja Escuela et leurs alliés du cartel du Golfe, avec lesquels les affrontements se poursuivaient dans tout le Tamaulipas avec des fortunes diverses. Le 13 août de l'an 2019, dans la ville de Miguel Alemán, Tamaulipas, une bataille à grande échelle eut lieu entre les militants du CDN et les forces unies de la Vieille École et du cartel du Golfe. La fusillade dura plusieurs heures, les rues de la ville se transformèrent en zone de combat, et lorsque la fumée se dissipa, 21 personnes gisaient mortes, la plupart étant des membres des groupes en guerre. Une menace encore plus sérieuse fut les tentatives du cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, de pénétrer au nord et d'arracher au CDN le contrôle des routes lucratives, mais pour l'instant, les troupes de l'enfer repoussaient avec succès ces invasions, transformant chaque tentative d'expansion en un bain de sang. Les guerres territoriales avec les cartels rivaux, aussi sanglants soient ces confrontations, demeuraient une affaire intérieure mexicaine. L'État réagissait mollement, la communauté internationale observait à distance de sécurité et les États-Unis, dont le marché insatiable de la drogue alimentait tout ce massacre, préféraient se limiter à des notes diplomatiques et au financement des forces de l'ordre mexicaines. Mais le 14 mars de l'an 2022, un événement se produisit qui rompit ce fragile équilibre. À la suite d'une opération conjointe des forces fédérales mexicaines et des services spéciaux américains, l'un des membres de haut rang du cartel du Nord fut arrêté. Un homme dont le nom resta secret dans les rapports officiels, mais qui, selon des sources des forces de l'ordre, contrôlait une partie significative des opérations du CDN à Nuevo Laredo et coordonnait le transport de fentanyl outre-frontière. L'arrestation se déroula de manière propre, professionnelle, sans victime, exactement comme aiment les Américains quand leurs renseignements travaillent de manière impeccable et que les partenaires mexicains exécutent les ordres sans poser de questions. Mais si les autorités pensaient que le CDN allait ravaler la chose en silence, comme il avait ravalé des dizaines d'autres arrestations, elles se trompaient cruellement. Le cartel du Nord, éduqué sur l'héritage de Zeta 40 et sa philosophie de vengeance absolue pour toute insulte, préparait une réponse qui allait secouer les couloirs diplomatiques de Washington et faire comprendre au monde que les temps où les cartels avaient des peurs de toucher les intérêts américains étaient irrémédiablement révolus. Le 21 mars de l'an 2022, exactement une semaine après l'arrestation, au cœur même de Nuevo Laredo, dans la rue où se trouvait le consulat général des États-Unis d'Amérique, se produisit ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire moderne du narcotrafic mexicain. Vers minuit, 2 pick-up s'approchèrent à grande vitesse du bâtiment du consulat, d'où sortirent des hommes armés masqués et équipés tactiquement. Ce qui se passa ensuite ne dura pas plus de 3 à 4 minutes. Mais cela suffit à changer à jamais les relations entre le CDN et les États-Unis. Les assaillants ouvrirent le feu sur le bâtiment du consulat avec des armes automatiques. Des dizaines, peut-être des centaines de balles se logèrent dans les murs renforcés, brisèrent les fenêtres blindées, endommagèrent la façade. Puis suivirent les explosions. Au moins 2 grenades furent lancées vers le bâtiment. L'une d'elles explosa à l'entrée, la seconde près du parking. Le vacarme fut entendu dans tout le centre-ville. Les fenêtres des bâtiments voisins tremblèrent sous l'onde de choc. Les alarmes des voitures hurlèrent dans une cacophonie chaotique. Les assaillants agirent rapidement, de manière coordonnée, professionnelle. Ils déchargèrent leurs munitions, lancèrent les grenades et disparurent dans la nuit avant que la police mexicaine ou les militaires ne puissent réagir. Lorsque la fumée se dissipa et que les employés du consulat, réfugiés dans les pièces protégées selon le protocole de sécurité, sortirent prudemment, ils virent le bâtiment criblé de balles, avec les fenêtres brisées et la façade endommagée. Mais, et ce fut un véritable miracle, aucune personne n'était morte, personne n'avait même été blessé. La réaction des États-Unis fut immédiate et furieuse.
Le département d'État ferma immédiatement le consulat à Nuevo Laredo pour une durée indéterminée, évacua tout le personnel et émit un avertissement urgent aux citoyens américains d'éviter les voyages dans la région. Les canaux diplomatiques entre Washington et Mexico devinrent brûlants de demandes en colère. Les autorités américaines insistaient pour une enquête immédiate, l'arrestation des coupables et le renforcement de la présence militaire au Tamaulipas. Ce ne fut pas simplement une attaque contre un bâtiment, ce fut une insulte directe à la souveraineté des États-Unis, une gifle symbolique à la plus grande puissance du monde de la part d'un cartel qui envoyait un message clair. Nous n'avons pas peur de vous, nous attaquons vos intérêts sur notre territoire et nous dicterons les règles du jeu. Dans l'histoire des cartels de la drogue mexicains, ce fut un cas sans précédent. Ni le cartel de Medellín d'Escobar, ni le cartel de Sinaloa d'El Chapo, ni même le CJNG d'El Mencho n'avaient jamais osé attaquer directement une représentation diplomatique américaine. Le CDN dépassa la ligne rouge et cela le transforma d'un cartel régional en un problème de sécurité internationale dont ne s'occuperaient pas seulement les autorités mexicaines, mais tout l'appareil du renseignement et des structures de force américaines. Le consulat resta fermé pendant un mois entier. La sécurité fut rétablie, le bâtiment réparé, les systèmes de protection renforcés. Mais les dommages symboliques infligés furent irréparables. Le monde vit qu'au nord du Mexique existait une organisation criminelle si audacieuse et si sûre de son impunité qu'elle était prête à attaquer les États-Unis. Et cette audace eut son prix. De mars à décembre de l'an 2022, dans les territoires contrôlés par le CDN, se déroula une vaste opération des services spéciaux mexicains et américains. Plus de 40 membres du cartel furent arrêtés, y compris plusieurs commandants régionaux responsables de la logistique du narcotrafic et de la coordination de la Tropa del Infierno. Des tonnes de drogue furent saisies, des dizaines d'armes, des millions de dollars en espèces. La pression augmentait chaque mois et le CDN, pour la première fois depuis sa création, ressentit ce que signifiait devenir l'objectif numéro 1, non pour une seule nation, mais pour deux. Mais l'augmentation de la pression de la part des services spéciaux mexicains et américains après l'attaque du consulat ne fut que le début de la destruction systémique de la structure de commandement du cartel du Nord, un processus qui s'étendit sur des années et qui finit par décapiter l'organisation, la privant de leaders charismatiques et la transformant en un réseau décentralisé de cellules locales, en guerre plus pour la survie que pour l'expansion. Le premier et le plus douloureux coup porté au CDN fut infligé avant même l'attaque du consulat, le 14 septembre de l'an 2016, lorsque des agents fédéraux des États-Unis arrêtèrent Juan Gerardo Treviño Chavez, connu sous le nom de El Huevo, précisément sur le territoire des États-Unis, à Houston, dans l'État du Texas. Le neveu du légendaire Zeta 40, l'homme qui avait dirigé la faction Treviño après l'arrestation de ses oncles et était devenu l'architecte de la création du cartel du Nord en tant qu'organisation distincte, se retrouva avec les menottes américaines au poignet. Les circonstances de son arrestation sont encore entourées de mystères. Selon une version, El Huevo traversa la frontière pour une rencontre avec des partenaires dans le narcotrafic et fut repéré par des agents de la DEA. Selon une autre, il fut trahi par l'un des siens, quelqu'un qui décida que la collaboration avec les autorités américaines était plus avantageuse que la fidélité au clan Treviño. Quoi qu'il en soit, Juan Gerardo comparut devant la justice américaine et les accusations portées contre lui furent accablantes. Les 11 chefs d'accusation fédéraux incluaient le complot visant à importer et distribuer de la cocaïne, de la méthamphétamine et de l'héroïne sur le territoire des États-Unis, le blanchiment d'argent par des schémas complexes utilisant des sociétés écrans et des comptes bancaires dans des zones offshore et, ce qui choqua particulièrement l'opinion publique, l'utilisation de mineurs dans les opérations criminelles du cartel. La dernière accusation faisait directement référence à la pratique du CDN de recruter des adolescents de 13 à 17 ans dans la Tropa del Infierno, transformant des enfants en sicaires et en transporteurs de drogue. Juan Gerardo risquait plusieurs peines de prison à perpétuité et le procès de son affaire traîna pendant des années jusqu'à ce que le 18 novembre de l'an 2024 se produise un événement qui mit de fait un terme à sa carrière criminelle. El Huevo plaida coupable à l'ensemble des 11 chefs d'accusation. L'accord avec le procureur, s'il y en eut un, resta à huis clos, mais le fait demeure. L'homme qui aurait pu se battre jusqu'au bout, qui avait les ressources financières pour engager les meilleurs avocats du pays, capitula devant la justice américaine. Il risque la prison à perpétuité sans droit à la libération conditionnelle et très probablement il passera le reste de ses jours dans une prison fédérale de très haute sécurité où le nom Treviño ne signifie plus rien. Mais la chute de El Huevo ne fut que le prologue d'un événement encore plus symbolique. Le 2 mars de l'an 2025, le monde apprit que 2 hommes, dont les noms pendant des décennies avaient instillé la terreur dans tout le Mexique, allaient enfin comparaître devant la justice américaine. Miguel Ángel Treviño Morales, Zeta 40, et son frère cadet Omar Treviño Morales, Zeta 42, furent extradés des prisons mexicaines vers les États-Unis. Les frères, qui avaient gouverné les Los Zetas d'une main de fer, qui avaient transformé les tortures en art et la terreur en philosophie de gestion,
gestion, qui ordonnait personnellement les exécutions de centaines, peut-être de milliers de personnes, siégeaient maintenant dans les cellules de détention provisoire américaines en attente de leur procès. Les accusations portées contre eux incluaient des dizaines de meurtres, de tortures, la direction d'une organisation criminelle transnationale, le blanchiment d'argent en proportion particulièrement importante et le complot en vue d'importer de la drogue. Le procureur disposait des témoignages de dizaines de témoins, y compris d'anciens membres du cartel qui avaient accepté de collaborer en échange d'une réduction de peine, d'enregistrements d'écoutes téléphoniques, de documents financiers saisis lors des perquisitions. L'affaire semblait en béton. Mais le 11 septembre de l'an 2025, le procureur américain fit une déclaration inattendue. Il ne demanderait pas la peine de mort pour les frères Trevino. Les raisons de cette décision restèrent peu claires. Peut-être était-ce le résultat d'un accord. Peut-être les procureurs décidèrent-ils que la prison à perpétuité dans une prison américaine de super haute sécurité était un destin pire qu'une mort rapide par injection. Parallèlement à la destruction des sommets du clan Trevino, les autorités mexicaines continuaient la chasse aux commandants opérationnels du CDN sur le territoire même du Mexique. Le 3 février de l'an 2025, à Nuevo Laredo, Ricardo González Sauceda, connu sous le nom de El Ricky, fut arrêté. L'homme que les services spéciaux considéraient comme la deuxième personne la plus importante dans la structure restante du cartel du Nord. Au moment de son arrestation, on lui saisit un fusil, un pistolet, environ 300 grammes de méthamphétamine et 1500 pilules de fentanyl. Un arsenal modeste selon les standards du cartel. Ce qui indiquait à quel point les commandants étaient devenus prudents, se déplaçant avec une escorte minimale et une charge minimale pour ne pas attirer l'attention. La vague d'arrestations créait un effet domino. Chaque leader arrêté laissait derrière lui un vide de pouvoir qui était rempli par des figures moins expérimentées, moins autoritaires, et cela transformait le CDN d'une structure hiérarchique rigide en une fédération fragmentée de gangs locaux. Vers le milieu des années 2020, le cartel du Nord s'était transformé en une organisation qui ne rentrait plus dans les cadres traditionnels de la définition de narco-cartel. Ce n'était pas simplement un groupe criminel qui s'occupait de contrebande de drogue et d'extorsion. C'était une structure militarisée qui appliquait systématiquement la terreur contre la population civile, attaquait les institutions étatiques et les représentations diplomatiques étrangères, contrôlait les territoires par des méthodes qui rappelaient plus les actions d'armées rebelles dans les zones de conflit que le travail de syndicats criminels normaux. Et si le gouvernement mexicain pendant des années avait cherché à jongler entre la reconnaissance de l'ampleur de la menace et la réticence à appeler les choses par leur nom, craignant que l'étiquette terrorisme n'attire encore plus l'attention internationale sur l'échec de l'État dans la lutte contre le crime organisé, les États-Unis, dont le consulat avait été frappé, dont les citoyens mouraient du fentanyl transporté outre-frontière par le CDN, n'avaient plus l'intention de jouer à des jeux diplomatiques. Le 20 février de l'an 2025, le département d'État américain prit une décision qui changea à jamais le statut juridique du cartel du Nord. L'organisation fut officiellement inscrite sur la liste des organisations terroristes étrangères, FTO, Foreign Terrorist Organization. Ce fut un moment historique. Le cartel du Nord est devenu le premier cartel mexicain à recevoir le statut officiel d'organisation terroriste au même titre que des groupes comme la État islamique, Al-Qaïda, Hezbollah et d'autres formations dont l'activité est reconnue comme une menace non seulement pour la sécurité nationale d'un pays, mais pour la paix et la sécurité internationale en général. La motivation était claire et irréfutable. Le CDN applique systématiquement la violence pour intimider la population civile, attaque les institutions gouvernementales et étrangères, utilise des méthodes de terreur comme principal instrument de contrôle des territoires. L'attaque du consulat américain du 21 mars 2022 devint l'argument clé en faveur de cette décision. Une attaque directe contre une représentation diplomatique d'un État étranger dépassait les limites de l'activité criminelle normale et relevait de la définition claire du terrorisme. Les conséquences de cette décision furent colossales. Le statut FTO signifiait que toute personne physique ou morale qui fournissait un soutien financier, matériel ou autre au CDN devenait automatiquement sujette à des poursuites pénales aux États-Unis, ce qui coupait au cartel l'accès au système financier légal, aux comptes bancaires, aux transferts d'argent internationaux par les canaux officiels. Le 21 mai de l'an 2025, le département du Trésor américain introduisit des sanctions ciblées contre des membres de haut rang du cartel du Nord, gelant leurs biens et interdisant aux citoyens et aux entreprises américaines toute relation d'affaires avec ces personnes. Parmi les personnes sanctionnées figurait Miguel Ángel de Anda Ledesma, l'homme que le renseignement américain identifiait comme le coordinateur clé de l'achat d'armes pour le CDN sur le territoire des États-Unis. De Anda Ledesma était responsable du réseau d'acheteurs de paille. Des personnes au casier judiciaire vierge qui achetaient légalement des armes dans les magasins du Texas, de l'Arizona et d'autres États frontaliers, puis les introduisaient clandestinement au Mexique, où des fusils Barrett, des mitrailleuses et des milliers de munitions finissaient dans les arsenaux de la Tropa del Infierno.
Les sanctions visaient à couper ces canaux, à priver le cartel de l'afflux d'armes américaines. Mais l'efficacité réelle de ces mesures restait en doute. Le marché noir des armes à la frontière prospérait depuis des décennies et ne disparaîtrait probablement pas en raison de décisions bureaucratiques. Cependant, la reconnaissance du CDN comme organisation terroriste et les sanctions n'arrêtèrent pas la violence. Si ce n'est que cela confirma seulement ce que l'organisation démontrait déjà depuis des années. Le 17 août de l'an 2024, 6 mois avant la reconnaissance officielle FTO, aux alentours de Nuevo Laredo, une autre tragédie eut lieu. Un groupe de militants du cartel du Nord attaqua une patrouille de militaires mexicains, provoquant la mort de 2 soldats et la blessure de 5. L'attaque fut rapide, cruelle et professionnelle, embuscade sur la route, tir d'armes automatiques, retraite avant l'arrivée des renforts. Ce n'était plus un incident isolé, mais une partie d'un système dans lequel le CDN continuait à combattre l'État malgré les arrestations des leaders, malgré la pression des services spéciaux, malgré les sanctions internationales. L'organisation s'adaptait à la nouvelle réalité, devenant plus décentralisée, plus cachée, se fiant davantage à des commandants locaux qui agissaient de manière autonome sans avoir besoin d'ordre d'en haut. Vers la fin de l'an 2025, le cartel du Nord représentait une structure fragmentée, mais toujours fonctionnelle. Selon les estimations des services spéciaux mexicains et américains, l'effectif de l'organisation variait de 1500 à 3000 membres actifs, y compris l'aile combattante Tropa del Infierno, qui comptait environ 300 à 500 combattants. Le CDN continuait de contrôler Nuevo Laredo et des tronçons clés de la frontière, maintenait son influence au Coahuila et dans le nord du Tamaulipas, combattait sur plusieurs fronts simultanément contre la Vieja Escuela, le cartel du Golfe et les tentatives d'expansion du CJNG. Ils restent isolés, ils n'ont pas d'alliés stratégiques parmi les grands cartels, ils combattent tout le monde, mais c'est précisément cet isolement qui les rend encore plus dangereux, encore plus imprévisibles, encore plus prêts à des mesures extrêmes. L'histoire du cartel du Nord est l'histoire de la manière dont une élite militaire s'est transformée en une armée criminelle, de la façon dont la cruauté est devenue la monnaie du pouvoir et de la façon dont une organisation née d'une scission a survécu par la terreur. C'est une histoire qui n'est pas encore terminée, car tant que la frontière existera, tant que la demande de drogue au nord et la misère au sud persisteront, le CDN ou ses héritiers continueront leur guerre.